La majorité de vos clients, en fait, c'est des établissements de santé. Ça m'intéresse de comprendre, du coup, d'un point de vue purement marketing, comment finalement vous allez faire de l'acquisition sur un marché comme celui-là. C'est vrai qu'on ne vend pas des chaussures, quoi. On a des logiciels qui viennent simplifier le quotidien du personnel administratif, mais qui s'intègrent finalement sur un système informatique qui est extrêmement complexe. Nous, il faut qu'on arrive à venir dire mais si, c'est possible, venez, c'est simple en plus. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un gros enjeu qui est l'expertise, la crédibilité et rassurer sur ce truc-là, en fait. Oui, il faut que tu sois passionné par la mission. Culturellement, dans l'entreprise, c'est absolument clé. Comment on reconstruit une équipe marketing de zéro? Je pense qu'au début, il y avait un peu une dissonance entre nous, les priorités qu'on voyait, puis les difficultés réelles auxquelles étaient confrontées les équipes commerciales. Au lieu de juste dire « Ah, mais j'ai besoin de leads, j'ai besoin de leads », en fait, on se dit « Ok, mais quel message on a envie de construire ? Comment est-ce qu'on va être perçu finalement ?» Salut Pauline. Bonjour Jordan. Donc toi, tu es dans une boîte qui s'appelle Lifen. Oui. Boîte assez particulière dans le domaine de la santé. On aura l'occasion de pouvoir rentrer un peu dans le détail après de ton rôle, tes enjeux, etc. Mais pour commencer, est-ce que tu peux présenter Lifen ? Bien sûr, avec plaisir. Lifen, c'est une entreprise qui est une start-up qui est spécialisée dans la donnée de santé. C'est-à-dire qu'on propose une suite de logiciels SaaS qui permettent de collecter, structurer et partager la donnée de santé, que ce soit pour personnaliser le soin, réduire la charge administrative des professionnels de santé et des soignants, ou encore accélérer la recherche clinique. En fait, aujourd'hui, Lifen est utilisé par plus de 800 hôpitaux et établissements de santé, plus de 20 000 professionnels de santé libéraux. Et nous, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse faciliter le quotidien des soignants, tout en permettant à chaque patient d'avoir le parcours de soins le plus personnalisé et de faciliter les projets de recherche clinique. Peut-être pour donner un petit peu de contexte, je t'apprends rien si je te dis que l'hôpital est en crise aujourd'hui, mais peut-être ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi une crise informatique. En fait, quand tu vas à l'hôpital, aujourd'hui, tu as des données qui sont dans un logiciel, mais qui ne sont pas forcément partagées aux autres. Donc tout ça, ajoute une charge énorme pour les professionnels de santé qui doivent soit se souvenir où est telle donnée, faire de la double saisie, imprimer beaucoup de papier. À l'hôpital, c'est encore malheureusement beaucoup de papier. Et espérer ne rien oublier dans la prise en charge. À côté de ça, on estime qu'on a 80% des données de santé qui sont finalement un peu encapsulées dans des millions de comptes rendus médicaux, que ce soit papier ou PDF, et qui ne sont pas accessibles. Donc, nous, notre croyance chez Lifen, c'est qu'on peut et on veut finalement analyser les contenus qui sont le texte est contenu dans les comptes rendus médicaux, l'analyser et le mettre à disposition des professionnels de santé, que ce soit pour améliorer la prise en charge des patients ou pour mener des projets de recherche clinique à grande échelle. Ok. Grosse ambition. Oui. Très cool. Puis c'est une ambition, ça dépasse même le cadre de la santé pure. Enfin, c'est une mission de société, en fait. Enfin, exactement. Ouais. C'est vraiment la conviction forte, notamment les deux cofondateurs, qui ont la volonté de transformer le système de santé grâce au numérique. Ok, très cool. Bon, on est dans un secteur, le secteur de la santé, qui est quand même un secteur assez particulier, où notamment en ce qui concerne les données de santé, il y a énormément d'enjeux, j'imagine, de confidentialité, etc. La majorité de vos clients, en fait, c'est des établissements de santé, donc ça va tout de suite venir concerner beaucoup de praticiens, tout ça. Ça m'intéresse de comprendre, du coup, d'un point de vue purement marketing, et aussi d'un point de vue acquisition, j'imagine que c'est quand même un peu challengeant, donc ça m'intéresse de comprendre un peu comment finalement vous allez faire de l'acquisition sur un marché comme celui-là. Jacques, on a un peu deux manières de faire. Sur la cible plutôt établissement de santé, on va beaucoup passer par le relationnel, donc on a une équipe commerciale bien sûr qui est là, avec qui on travaille beaucoup, et on va beaucoup participer à des événements, tout ce qui est salon, rencontres, pour engager au maximum avec les hôpitaux. Nous, en particulier, on travaille historiquement avec les directeurs des systèmes d'information. On va pas mal travailler les canaux emailing aussi sur lesquels on est présent. Et de plus en plus aussi tout ce qui est événements online, où en fait finalement ça permet de générer pas mal de discussions. Ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est de générer des discussions, de pouvoir co-construire aussi avec les hôpitaux nos solutions. Donc on a vraiment cette approche de proximité avec nos cibles pour bien comprendre quels sont leurs enjeux. C'est un peu ça qui est au cœur aussi dans notre marketing aussi, montrer qu'on est
qu'on est expert dans ce qu'on propose, qu'on a bien compris quels étaient les enjeux des hôpitaux. Donc, il y a cette volonté d'être très proche et de co-construire finalement nos solutions avec eux. Et après, à côté de ça, bien sûr, on va mettre en place stratégie contenu avec, par exemple, des nouveaux programmes de régulation qui se mettent en place. Comment est-ce qu'on les décrypte pour aider les hôpitaux à comprendre quels vont être les impacts pour eux. Donc, ça va être sur du livre blanc, des guides, du SEO aussi, pas mal. Et finalement, aujourd'hui, on dirait qu'on a peu de campagnes de paid sur cette cible-là, parce que le search, c'est pas forcément là-dessus qu'ils vont aller, mais c'est plus comment est-ce qu'on arrive à générer des discussions, soit à travers du contenu expert écrit comme on pourrait avoir, soit via des discussions qu'on organise avec cette cible-là, à travers les webinaires ou des salons. Exactement. Et je dirais par contre, pour la cible plutôt praticien de ville, là, on peut avoir plus facilement une approche sur du paid, sur même du méta ou du search. Pas mal de partenariats aussi où on essaye d'être présent sur des sites qui vont référencer ou essayer de faire du co-marketing avec des associations ou des syndicats de médecins. Et après, c'est pas mal aussi le bouche à oreille, la recommandation entre praticiens de santé. Ok. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un gros enjeu qui est l'expertise, la crédibilité et rassurer sur ce truc-là, en fait. Ouais. Comme tu le dis, en fait, nous, on touche à la donnée de santé. Donc, il y a d'énormes enjeux à s'assurer qu'on le fait dans le respect des normes, qu'on assure la sécurité données. Nous, c'est au cœur de notre proposition de valeur. De toute façon, si tu n'es pas certifié, que tu ne passes pas un certain nombre de certifications, tu ne peux pas toucher à la donnée. Voilà, exactement. Et faut pas oublier qu'en fait, aujourd'hui, l'hôpital, c'est un système aussi qui est extrêmement complexe, énormément de processus métiers. Pour que les hôpitaux choisissent de nouvelles solutions, il faut qu'ils soient aussi convaincus de l'apport que ça va avoir pour eux. Les budgets sont limités. Quand un investissement est fait, il faut qu'on soit sûr que la solution va apporter de la valeur, soit à l'hôpital au global, soit à certains métiers au sein de l'hôpital. Et en fait, tu ne peux pas te permettre d'arriver sans avoir compris quels sont les outils utilisés, quelles vont être les contraintes aussi des directeurs des systèmes d'information. Et sans ça, oui, effectivement, ça manque un peu de sérieux. Puis on te dira, on va pas se me voir quand tu auras compris quel est mon problème. C'est vrai qu'on ne vend pas des chaussures, quoi. C'est vraiment des logiciels qui viennent simplifier le quotidien du personnel administratif, mais qui s'intègrent finalement sur un système informatique qui est extrêmement complexe, qui n'est pas interopérable, donc c'est-à-dire qui communique difficilement d'un système à un autre. Et donc, nous, il faut qu'on arrive à venir dire « mais si, c'est possible, venez, c'est simple en plus, ça vous fait gagner du temps. » Et en plus, on s'occupe d'avoir toute la surcouche de services que beaucoup de logiciels n'ont pas aujourd'hui grâce au SaaS. Ça, c'est assez récent aussi dans les établissements de santé, de faire cette confiance aussi au cloud et de se dire que si j'ai un intérêt à venir investir sur ce type de solution. Ok. L'utilisateur final, c'est le praticien. Et les secrétariats aussi, beaucoup dans les hôpitaux. Ok. Mais par contre, en décisionnaire, de ce que je comprends, c'est DSI. Oui, DSI, DG. Effectivement, notre bailleur est complètement différent de l'utilisateur. Après, à la ville, bien sûr, c'est le praticien dans son cabinet qui va décider d'acheter notre solution. Mais effectivement, on dirait qu'on a deux enjeux. C'est à la fois de convaincre l'acheteur que cette solution va faciliter le quotidien, notamment des secrétariats et puis in fine des médecins qui prennent en charge les patients. Et derrière, une fois que c'est signé, comment est-ce qu'on engage finalement avec les utilisateurs qui sont parfois dans un système où il y a eu tellement de surcharge, qu'il y a eu des automatismes qui sont mis en place. Quand tu regardes aujourd'hui le secrétariat travailler, c'est impressionnant la dextérité avec laquelle toutes les manifs sont déjà préenregistrées. Et donc, comment est-ce que toi, tu viens t'intégrer là-dessus et leur dire si, en fait, imprimer le courrier, trouver le destinataire, faire la mise sous pli et puis envoyer. Nous, ça, on peut faire en sorte que ça devienne un clic, voire que ça soit automatique. Et en fait, cet élément-là va vous permettre, vous, secrétariat, de vous recentrer sur l'accueil du patient, sur répondre aux questions, au téléphone, plein de choses qui sont finalement au cœur de votre métier et sortir de ces tâches sur lesquelles aujourd'hui vous perdez du temps avec peu de valeur ajoutée. Mais il y a un peu cette crainte aussi parfois du changement parce que y a des automatismes qui sont mis en place.
OK, ils sont difficiles, ils sont lourds, etc. Mais en fait, je ne sais pas ce que je vais récupérer à la place. Donc, il y a à la fois l'acheteur et derrière l'utilisateur effectivement embarqué. OK. Bon, du coup, il y a un vrai enjeu de change management à opérer. OK. Par contre, tu vois, tout à l'heure, tu mentionnais sur la partie acquisition que vous faites des webinars, des choses comme ça. Mais du coup, les webinars que vous faites, c'est à destination des DSI ? Oui. Ah, ok. Exactement. Parce que moi, je m'imaginais que c'était les professionnels de santé, tu vois. Non, mais on y vient aussi, parce que justement, même sur les utilisateurs, comme il y a beaucoup de changements côté régulateur, il y a aussi cet enjeu d'accompagner pour bien comprendre pourquoi effectivement ça va être important d'utiliser tel ou tel canal pour transmettre des informations. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui arrive jusqu'à l'utilisateur final. Pour le DSI, c'est très clair parce qu'en plus, souvent, il y a des subventions qui sont à la clé. Donc, il y a cet enjeu de s'équiper. Mais en bout de chaîne, cette information, elle n'est pas forcément très claire. Donc, on a à la fois, effectivement, cette éducation, en tout cas, faciliter la compréhension de ces programmes côté DSI. Et derrière, faire en sorte que cette information arrive bien jusqu'à l'utilisateur final. Puisque nous, l'objectif, bien sûr, c'est d'augmenter les usages et de faire en sorte que le projet soit un succès au global. Bien sûr. Mais du coup, les professionnels de santé libéraux, pour le coup, j'imagine que ce n'est pas tout à fait les mêmes arguments que tu vas employer versus un DSI. Exactement. Et du coup, tu es constamment aussi dans cette jeu de je vais avoir mes propositions de valeur plutôt pour les professionnels en libéral, où je vais plutôt jouer sur les enjeux de santé, etc., versus les DSI, où là, on est vraiment sur de la structuration de l'information, de la donnée, etc. C'est ça ? C'est exactement ça. Et en plus, à l'hôpital, je vais avoir plusieurs solutions que je vais leur vendre, que ce soit... donc, nous, on a plusieurs cas d'usage, l'envoi de documents médicaux, sur l'intégration aussi des documents dans le dossier patient informatisé. Donc, quand tu arrives à l'hôpital, comment est-ce que tu t'assures que toi, patient, tout ton historique, peut-être tes derniers résultats d'analyse sont bien reçus à l'hôpital pour que quand tu vas voir l'anesthésiste, il ait les bonnes infos au bon moment en consultation. On a aussi des projets sur la recherche clinique. Et effectivement, par contre, à la ville, on a un seul logiciel qu'on leur vend. Et là, c'est sur du gain de temps et des économies aussi papier et de frais postaux. Ok. Donc, mais du coup, à l'hôpital, on est vraiment dans cette approche top-down, d'un point de vue marketing. Tu disais que vous commencez un petit peu à faire cette approche de on s'adresse aux médecins, aux professionnels de santé, secrétaires, etc. Et puis, on se dit que en convainquant les personnes à ce niveau-là, les informations remonteront auprès du DSI. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment je m'adresse au DSI et ensuite, je vais... Et ensuite, c'est... Une fois qu'on est installé, le message va être diffusé. Non, effectivement, je me suis peut-être mal exprimée. C'est d'abord, on s'adresse au DSI, parce que c'est eux les décideurs et qui vont prendre le poids. Et ensuite, on va aller continuer à évangéliser sur les produits auprès des secrétaires et des médecins. Moi, dans ma tête, il y a... c'est peut-être j'imagine des choses, mais... On parle de l'hôpital public. J'imagine que vous avez aussi des hôpitaux, des établissements privés, mais en tout cas, une grosse partie aujourd'hui de la santé, c'est public. Il y a des appels d'offres publics, il y a des acheteurs publics, etc. Et c'est pas du tout un élément que tu as mentionné. À quel point est-ce que vous êtes confronté à ces trucs-là ? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des centrales d'achat qui existent, sur lesquelles tu peux être référencé auprès des établissements de santé publique, et ce qui permet de pas passer systématiquement par les appels d'offres. Donc, entrer sur les centrales d'achat, c'est un processus qui est très long sur lequel il faut investir du temps pour pouvoir être référencé. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es référencé sur ces centrales d'achat, dédié, c'est beaucoup plus simple pour un hôpital ensuite de décider de prendre telle ou telle solution. C'est vrai que sans ça, je pense que ce serait très compliqué pour nous aujourd'hui d'aller chercher les contrats comme on va les chercher. Et après, il y a aussi un autre sujet, c'est... J'ai le sentiment que la solution que vous proposez, notamment quand on est dans des processus où il y a des acheteurs, centrales d'achat, les offres publiques, etc., il faut peut-être que le problème il est identifié, mais il faut aussi savoir qu'il y a des solutions qui existent, qui sont possibles, tout ça.
Et si tu ne sais pas qu'en fait, il y a des possibilités en termes de solutions, que régler ces problèmes-là, ils sont possibles, en fait, toi, jamais tu vas être confronté au fait que tu vas pouvoir proposer ta solution à quelqu'un en face. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que là-dessus, donc il y a un peu cet enjeu de réussir à se positionner justement pour soit évangéliser sur les problématiques. Donc là, on va quand même passer par certains cas sur du paid pour aller chercher une nouvelle cible. Nous, je dirais que l'enjeu aujourd'hui, comme ça fait 10 ans qu'on existe et qu'on est aujourd'hui dans 40% des hôpitaux, et on est quand même connu, on est l'un des leaders dans le monde de la santé. Donc, chaque notre enjeu aujourd'hui, c'est aussi être en capacité de faire du cross-sell, plus d'aller vendre nos nouvelles solutions et d'étendre un petit peu le revenu qu'on a chez nos clients. Après, je dirais que la chance qu'on a, c'est que comme on est apprécié globalement par l'établissement de santé, il y a aussi une recommandation qui se fait assez naturellement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le système de santé, c'est un maillage assez fort. Donc, que ce soit au niveau des établissements de santé, tu vas avoir ce qu'on appelle des GHT, donc des groupements hospitaliers de territoire, où tu vas avoir un établissement de santé un petit peu référent, avec un certain nombre d'établissements qui vont être plus ou moins dépendants de cet établissement. Donc, il y a des politiques comme ça de convergence qui peuvent se mettre en place. Mais tu as aussi l'établissement de santé qui, au quotidien, collabore énormément, donc soit avec les établissements autour de chez eux, mais aussi avec la ville. Donc, il y a aussi un petit peu cet échange constant entre l'établissement de santé, la ville. Donc, finalement, j'ai déjà eu des retours où un établissement de santé avait une problématique justement de transmission de données. Et ce sont aussi les médecins du territoire qui ont été promoteurs de l'adoption de l'IFAN. Excellent. Et donc, c'est là où tu vois que l'effet de réseau, finalement, au bout de 10 ans, devient aussi un cercle vertueux. C'est les intérêts composés, quoi. Exactement. Vraiment, Ok, très, très cool. Au niveau orga, team, déjà, petite question, on s'adresse quand même à des sujets qui, voilà, encore une fois, qui touchent la santé, c'est des expertises très particulières, puis la data, c'est des sujets aussi très particuliers. Quand on fait du marketing, est-ce que du coup, c'est nécessaire d'avoir au sein de son équipe des personnes expertes de ces sujets-là? Est-ce que tu vois, tu as des personnes qui viennent du secteur de la santé qui font partie de ton équipe pour être en mesure de correctement parler de ces sujets? Alors, j'en ai, parce que j'ai une personne, Anna, là, qui a d'abord commencé sa carrière en tant qu'infirmière, puis s'est reconvertie et qui, aujourd'hui, côté product marketing. Ensuite, le reste de l'équipe, c'est pas forcément des profils issus du monde médical. Enfin, moi-même, je suis pas du tout issue de ça. Par contre, c'est certain que ça demande une rigueur et une volonté de comprendre ce qu'est le système de santé, de comprendre quels sont les rouages, les mécaniques, tout le jargon associé aussi qui y va. Et par contre, à côté de ça, nous, on a aussi des experts avec qui on travaille au quotidien. On a un médecin qui vient nous rejoindre aussi chez l'IFAN pour nous accompagner. Encore aujourd'hui, je parlais avec un DSI plus pour demander conseil par rapport à l'approche, le choix de telle ou telle offre. Donc, on va chercher ponctuellement cette expertise. Sinon, je dirais que le plus important dans l'équipe, c'est aussi cette capacité à apprendre et puis à engranger beaucoup d'informations pour bien le connaître. Après, l'une des forces chez l'IFAN aussi, c'est comme on est très proche de nos clients et de nos prospects aussi, c'est très facile finalement d'aller en rendez-vous, d'aller écouter, c'est même encouragé. Régulièrement, on a des sessions au sein de l'IFAN qui sont organisées aussi pour partager sur des thématiques dédiées. Donc, je dirais que ce n'est pas absolument nécessaire. Hein. Les 2 derniers recrutements que j'ai faits, ce ne sont pas des profils issus du secteur de la santé. Par contre, effectivement, il y a cette exigence derrière que tu montes en compétences et que tu ailles bien en profondeur sur les sujets, quoi. Oui, il faut un vrai intérêt profond parce que. Oui, il faut que tu sois passionné par la mission parce que sinon, c'est culturellement dans l'entreprise, c'est absolument clé. Toi, aujourd'hui, ton équipe, elle ressemble à quoi? Donc, tu as parlé de Anna, c'est ça? Oui. Qui est Product Marketing. Oui, donc j'ai 3 personnes sur le Product Marketing. Donc, comme je disais, nous, on a 3 produits différents avec chacun des complexités assez fortes. Donc, j'ai 2 personnes qui sont plus sur les sujets autour de coordination et fluidification du parcours de soins avec mes 2 produits, l'IFAN Document et l'IFAN Intégration, sur transmission et intégration des données de santé. Ensuite,
une personne qui est dédiée plus à tout ce qui est sujet recherche clinique, où là, pareil, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement complexe, donc tu as besoin d'être à plein temps sur ces sujets pour bien comprendre tous les enjeux associés. Donc 3 personnes côté product marketing, une personne côté acquisition, là, qui vient d'arriver récemment, growth, une personne qui va arriver côté contenu, et enfin, depuis la rentrée aussi, j'ai quelqu'un qui est en charge des sujets communication externe et RP et affaires publiques. Voilà, parce que nous, on a besoin aussi d'être pas mal en lien avec les institutions, de bien comprendre des régulations qui peuvent très vite nous impacter très fortement. Donc, on a cet enjeu d'avoir cette relation de proximité. Ouais. Et aussi de relais de crédibilité. Parce que aussi, les RP, exactement. Voilà. On en revient toujours à ce truc-là, de toute façon. Ok. Très bien. Et 100% de l'équipe travaille sur les 2 cibles que tu as mentionnées? Non, ça dépend un peu des produits sur lesquels on est positionné. Donc, l'e-fund document qui est un peu la solution historique donc d'envoi de compte rendu. Là, c'est vraiment à la ville et pour les hôpitaux. Ensuite, l'e-fund intégration qui est le dernier produit là, qu'on a sorti. Ça, c'est uniquement pour les établissements de santé. Et pour la recherche clinique, aujourd'hui, c'est 100% établissements de santé avec des discussions avancées avec les médecins chercheurs et là, plus les directions de la recherche et de l'innovation. Donc ça, c'est des départements assez nouveaux avec qui on discute maintenant aussi chez l'e-fund. Ouais. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir du product marketing au niveau du produit. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, parce que tu as un énorme enjeu en fait à bien comprendre et à bien adapter ton message selon la cible. Et effectivement, même tu vois, sur des médecins-chercheurs, c'est pas du tout les mêmes mécaniques d'achat ou en tout cas, pas d'achat mais d'adoption de solutions qu'un DSI au sein de son hôpital. C'est complètement différent. Les médecins, ça passe beaucoup par les KOL, par la recommandation, la confiance entre pairs. Côté DSI, ça va plus être un choix aussi, je dirais, plus entre guillemets personnel, dans le sens où le DSI choisit en fonction des besoins de son établissement et il s'adapte comme ça, quoi. Ok. Toi, tu as eu une petite particularité au sein de l'e-fund, c'est que tu as dû en fait reconstruire une équipe marketing. Donc ça m'intéresse que tu puisses un petit peu expliquer le contexte autour de ça et aussi que tu puisses du coup expliquer comment on construit une équipe marketing de zéro ou comment on reconstruit une équipe marketing de zéro. Oui, c'est vrai qu'il y a quasi 3 ans maintenant, il y a eu le départ de notre CMO. Et à ce moment-là, finalement, on a décidé que l'équipe marketing en tant que telle n'avait plus forcément besoin d'exister. Donc, nous, on avait le petit pôle product marketing qui existait déjà avec l'équipe. Donc, on était 4. On a été intégré à l'équipe produit. On s'est dit, nous, il y a vraiment cet enjeu de travailler messaging, faire en sorte que les utilisateurs connaissent nos nouvelles fonctionnalités, les adoptent. Et puis, de faire en sorte, pour les équipes commerciales, finalement, c'est assez direct. Le product marketing travaille avec elles en direct et il n'y a pas besoin d'avoir une grosse équipe marketing et on avance comme ça. Et je dirais que ça, en fait, ça a fonctionné pendant 2 ans jusqu'à ce qu'on se rende compte quand même que, d'une part, finalement, on avait... entre-temps, on a pas mal innové, donc avec les nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché côté l'e-fund, mais finalement, on était plus une somme de produits que vu comme un tout. Donc, il y avait un peu un souci pour réussir à réécrire l'histoire sur ce qu'est l'e-fund, en tout cas faire en sorte qu'elle soit entendue et qu'elle résonne sur le marché. Parce que chez l'e-fund, c'était très clair, notamment pour gérer l'équipe de direction élargie, mais même en interne, on sortait des innovations, mais c'était pas forcément très clair. Donc, il y avait ce problème-là d'une part. Et puis, c'était aussi une des réflexions des investisseurs qui disaient l'e-fund, c'est génial ce que vous faites, mais en fait, personne ne connaît. Parce que finalement, tout le travail qu'on faisait côté product marketing pour travailler sur le messaging et faire en sorte qu'on ait de bons messages, il n'y avait pas du tout de mécanique pour pouvoir amplifier ce message, le distribuer, aller étendre un petit peu aussi notre base client. Donc, il y a 1 an, on a décidé de relancer l'équipe marketing. Donc, j'ai eu le plaisir, moi, finalement, de recréer cette équipe avec un enjeu, remettre en place une équipe qui permette de mettre en place des projets d'acquisition, de faire grossir la base de clients et puis aider à aller faire ce fameux cross-sell que je mentionnais.
Mais il y avait justement vraiment cet enjeu aussi de se dire, en fait, l'IFUN, on est un acteur majeur dans le système de la santé. Ça fait 10 ans qu'on fait de l'IA, mais on n'osait pas en parler parce que ça faisait un peu peur, alors qu'en fait, on est une référence aujourd'hui. Et surtout, on a besoin de réaffirmer pourquoi est-ce qu'on existe, quelle histoire on raconte sur le marché. Donc, on s'est dit, OK, il y a le pôle product marketing qui existe. Sur la partie messaging, ça fonctionne plutôt bien, mais il n'y a personne pour aller relier ça. Donc, on se réorganise côté contenu. On relance le recrutement de quelqu'un côté growth aussi, parce qu'on n'a plus du tout ce rôle-là. Et on s'équipe d'une agence RP. On lance un rebranding pour remettre un coup de neuf sur qui on est et faire en sorte que l'histoire résonne. Et on y va. Donc finalement, ce qui est chouette, c'est que j'avais une base déjà assez solide côté product marketing. Donc là, l'idée, c'est plus de se dire, OK, comment est-ce qu'on refait vraiment ce lien entre produit, business et le marketing qui est là un petit peu pour créer cette colle et puis accélérer sur ces sujets. Et en parallèle, je dirais que là, le gros du travail, moi, ça a été surtout de la partie expertise sur le marché, reconnaissance et donc tout ce qui est RP associé au rebranding. Ok, très cool. Comment tu bosses aujourd'hui avec... parce que construction d'une équipe marketing, il y a un des gros enjeux, notamment quand on a des équipes commerciales, c'est le lien avec l'équipe commerciale et comment est-ce qu'on va venir travailler au quotidien avec eux. Donc là, dans le cadre de cette création, on va dire, d'équipe marketing, comment est-ce que cette collaboration, elle se met en place ? Déjà, c'est une collaboration qu'on améliore tous les jours. Jacques, le plus difficile au début, ça a été de trouver le bon rythme pour qu'on donne assez de visibilité sur ce qui va être fait et que ce soit en lien aussi avec les besoins concrets côté commercial. Je pense qu'au début, il y avait un peu une dissonance entre nous, les priorités qu'on voyait par rapport à la roadmap produit, etc., et ce sur quoi on travaillait, et puis les difficultés réelles auxquelles étaient confrontées les équipes commerciales. Donc là, ça fait 6-8 mois maintenant que systématiquement, on construit des plans marketing semestriels. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui, en fait, a été hyper vertueux, non seulement parce que nous, côté marketing, ça nous permet de planifier. Sans ça, c'est un peu compliqué d'avoir l'impact et puis de savoir où on va côté market. De s'aligner avec les équipes commerciales qui étaient hyper demandeuses. Donc, en fait, ces plans, on les co-construit ensemble. On revient un petit peu sur les difficultés du semestre précédent, où on en est côté produit aussi, finalement. C'est un peu notre SWOT, on revient au basique, mais à évoluer, qui est arrivé sur le marché, qu'est-ce qu'on a comme difficulté. Et à partir de là, en fait, on essaye de planifier au mieux, nous, les actions sur lesquelles on va mettre de l'énergie. Et on se tape un peu dans la main aussi avec l'équipe commerciale en disant, OK, vous savez que nous, on a besoin de planifier, de s'organiser pour que ça fonctionne. On laisse un peu de place aux tactiques, mais derrière, pour que ça se passe bien et puis qu'on ait de l'impact, on a besoin d'avoir cette vision un petit peu, je dirais, long terme, dans le sens où on arrive à s'organiser sur 6 mois. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup côté marketing. C'est hyper vertueux parce que les équipes sont impliquées et puis écoutées. 2, ça donne la visibilité globale sur ce que fait le marketing au sein de l'IFUN et puis ça permet aussi de s'aligner avec toute l'équipe de direction. Et puis ça permet aussi vraiment de s'assurer qu'on est bien en lien avec les OKR aussi boîtes. Enfin, c'est des discussions qui sont très vertueuses et qu'on n'avait pas. Et finalement, au lieu de juste dire « mais j'ai besoin de lead, j'ai besoin de lead », en fait, on se dit, OK, mais quel message on a envie de construire ? Comment est-ce qu'on va être perçu ? Finalement, là, on lance ce nouveau produit. Pour moi, à la fin de l'année, j'ai envie d'être à quelle position sur le marché ? Voilà, toutes ces questions-là, finalement, on ne se les posait pas forcément. Qui je cible ? Et là, avec ces plans marketing, finalement, nous, c'est quelque chose qui a été assez salvateur chez l'IFUN. Et qui est maintenant un peu quelque chose qui est bien ancré. Tous les 6 mois, on fait ce moment-là. Ça me permet de faire le reporting aussi tous les mois. Bien sûr, d'ajuster si besoin. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, sur toutes les problématiques sales, finalement, on co-construit ensemble aussi, que ce soit les offres, les decks. On a des boucles de retour qui sont bien plus vertueuses aussi et récurrentes. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, cette confiance se consolide chaque jour.
puisqu'on est moins dans ce truc de « Ah, attends, moi, je suis en train de faire ça, voilà. Oui, mais moi, j'avais besoin de ça. » Et là, c'est plus « Bah, attends, on s'était mis d'accord sur telle chose, avançons. » Ou alors « Ok, bon, bah, moi, j'arrête ça qu'on avait priorisé. Je fais ça à la place, mais on est bien au clair que ça, finalement, on l'arrête. » Et ça, à date, c'est palpable, en tout cas que dans la manière dont on travaille ensemble avec les équipes sales, c'est bien plus dynamique, bien plus en confiance. Et puis, ça commence à se ressentir aussi côté deal, parce qu'on s'est mis plus. Et tout le monde est content, en fait. C'est vraiment le collectif qui prend le pas. Oui, mais on a une vision commune, on a une roadmap qui est claire et communiquée. Exactement. Et donc, tout le monde sait exactement à quelle sauce il va être mangé, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Et non, voilà. Et donc là, c'est les petites choses qu'on est en train de construire en ce moment. Et ce qui est chouette, c'est qu'à partir de là, on peut aussi continuer à améliorer, à se dire, OK, finalement, est-ce qu'on cible un pan du marché en particulier ou un type d'établissement en particulier, et de commencer à avoir une discussion plus précise aussi sur ce qu'on a envie d'atteindre en tant qu'entreprise. Ok, très cool. Tu l'as mentionné, mais vous avez fait également un rebranding. Ouais. Ça m'intéresse de comprendre le pourquoi, comment, etc. Voilà, question très ouverte. Ouais. Donc comme je l'ai dit, donc l'IFEN, ça fait 10 ans que ça existe maintenant. Et donc nous, historiquement, on était plus connus comme la start-up qui permet d'envoyer les comptes rendus médicaux ou un peu les poster de l'hôpital, si tu veux. Sauf que nous, entre-temps, en fait, on est surtout une start-up qui fait de l'IA depuis 10 ans, qui a une capacité à collecter, structurer, partager de la donnée qui est énorme. Et en fait, on est arrivé à un point où finalement, c'était assez compliqué de comprendre pourquoi est-ce qu'on faisait l'envoi de documents, puis après, on se mettait à faire de l'intégration de documents, puis après, on arrive sur la recherche clinique. OK, mais en fait, l'IFEN, là, vous faites quoi? Je croyais que vous faisiez de l'envoi de documents. Ouais. Et donc, justement, tu parlais, tu vois, de confiance et d'expertise. En fait, on s'est rendu compte que la perception qu'on avait l'IFEN, parce que pour nous, c'est très clair, et c'est toujours la vision qu'ont eu les deux cofondateurs, Franck et Alex, de se dire, je veux faire en sorte que la donnée circule en fonction des besoins des professionnels de santé, n'était pas forcément perçue comme telle sur le marché. Donc, on s'est dit, OK, c'est le bon moment, finalement, pour un petit peu redéfinir qui on est. D'autant plus qu'on voulait justement sortir un peu du placard et dire si, en fait, aujourd'hui, l'IFEN, c'est un acteur majeur. Donc, il y a une grosse phase de préparation, de travail avec Alex et Franck, les deux cofondateurs, pour réécrire notre manifesto, retrouver la bonne tagline, qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, c'est vision, mission, exactement. Et de se dire qui on est et qui on sera encore sur les 10 prochaines années, avec l'enjeu derrière, une fois qu'on a ça, bien sûr, de prendre la parole et de ne pas avoir peur de dire si, je fais ça, ou de se faire tacler sur tel ou tel truc. Donc, on s'est fait accompagner d'ailleurs sur cette partie rebranding, notamment pour aussi bien pouvoir décliner après. On a refait le site internet. On a refait une identité visuelle aussi pour un peu marquer le coup. On est sorti un petit peu, je dirais, de cette posture start-up avec un logo qui n'avait pas forcément de sens, avec un orange très criard et qui était un peu en dehors aussi des codes de l'industrie. Ça faisait un peu partie aussi du travail de se dire, on n'est plus juste la petite start-up, on garde l'esprit, mais aujourd'hui, on est un acteur majeur dans le système de santé. Ouais. Voilà. Et donc, on prend les codes aussi à ce niveau-là, donc passer du orange au bleu. Et surtout, derrière, quand on a envie de faire les annonces un peu fortes qu'on fait, notamment sur la recherche clinique, il y a 1 an, on a annoncé un partenariat stratégique avec Gustave Roussy. On veut pouvoir le faire pleinement et ne pas avoir peur de prendre la parole parce que notre histoire ne serait pas forcément bien ficelée. Et en plus, derrière, on a aussi cette volonté de peut-être pas de ressouder, mais en tout cas de faire en sorte qu'en interne, le discours soit clair, que tout le monde puisse être à l'aise aussi avec ce que fait l'IFEN. Oui, on est sur le parcours de soins, on est également sur la recherche clinique. C'est 2 piliers complémentaires. L'un et l'autre sont indispensables. D'ailleurs, sans la recherche clinique, il n'y a pas d'amélioration du parcours de soins. Et sans les données produites par la prise en charge des patients,
il n'y a pas de recherche. Donc, les deux sont complètement liés. Et voilà, donc finalement, on a annoncé en mai dernier notre rebranding. Et depuis, on a un gros effort qui est fait sur la partie RP, où on est passé finalement d'un l'e-fun qui apparaissait peut-être 1 ou 2 fois dans la presse par an à un l'e-fun qui est mentionné 3 à 4 fois maintenant par mois dans la presse, aujourd'hui spécialisée. Et pour 2025, j'espère aussi la presse grand public. Et voilà, tu vois, c'est ce qui nous a permis, par exemple, hier, avant-hier, c'était le sommet pour l'IA. On faisait partie des startups en santé qui étaient choisies par l'Élysée et poussées par l'Élysée. Ah ouais. Donc, voilà, le chemin parcouru est là. Et c'est vrai que sans ce rebranding, ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire résonner, en tout cas, notre expertise sur l'IA et sur la donnée de santé. Ok, très cool. Combien de temps ça a pris, ce rebranding ? 4 mois. Ah oui, donc c'est quand même assez rapide, finalement. Parce que En fait, de repartir de vision, mission, Ouais. etc. et de tout faire en 4 mois, c'est quand même canon. On s'était fixé, il fallait que ça sorte pour le gros salon annuel de la santé qui est en mai. Voilà, donc on a commencé en février. J'ai pas beaucoup dormi avant le salon pour que tout soit prêt. Et on a eu quelques nocturnes avec Franck et Alex. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que quand tu as une grosse échéance comme ça te permet d'y aller. Garder C'est la un motivation, exercice ouais, bien qui sûr. est pas facile. Marketing, d'ailleurs, c'est pas forcément dans l'ADN de l'e-fun. Donc, c'était un bon moyen, en tout cas, de rester engagé et se dire, OK, c'est prêt pour ce jour-là. De toute façon, le stand, il sera aux nouvelles couleurs. Donc, il faut que tout soit prêt, le site, l'histoire, et que tout le monde soit formé aussi en interne pour pouvoir avoir le bon discours pendant le salon. Ok. Tu disais que vous vous étiez fait accompagner. Donc, vous avez pris une agence pour quoi spécifiquement dans ce chantier ? Pour nous aider justement sur tout ce qui est vision, mission, à aller au bout de l'exercice, à finalement l'e-fun, c'est quoi notre but ultime, où est-ce qu'on a envie d'aller, sur la rédaction aussi des premières versions de notre manifesto ou de la tagline, même si au final c'est des choses qu'on a fait Alex, Franck et moi, qu'on a repris et retravaillé. Ça a permis de faire pas mal d'ateliers, aussi d'aller voir un peu en interne quelle a été la vision de chacun et de réconcilier un petit peu tout ça. Mais je pense que ça a permis aussi, en tout cas, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui se sent aussi complètement libre d'aller chercher au plus profond des cofondateurs la mission qu'ils se fixent et la vision qu'ils ont pour l'entreprise. Oui, puis ça permet aussi d'avoir, comme tu disais, vous êtes la tête dans le truc. Exactement. Vous avez l'impression que tout est clair. Et puis, fait, les invests, ils disent ouais, en fait, on n'entend pas parler de vous. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que non, mais il y a un truc qui est pas très clair. Le fait d'avoir des gens dont c'est le métier, qui vont apporter ce regard externe et pouvoir dire là, on comprend pas, ça a quand même de la valeur, quoi. Oui, exactement. Puis de sortir un peu de la vision produit pure et plus justement de faire résonner aussi cette mission qui est au cœur finalement de ce qu'on fait chez l'e-fun au quotidien et de faire résonner cette marque, en fait. Aujourd'hui, c'était un peu justement le côté émotion qui manquait. Et sur ce point-là, ça nous a bien aidé aussi d'avoir quelqu'un d'externe. Trop cool. Ok. Toi, au quotidien, c'est quoi les data que tu regardes ? Moi, en premier lieu, c'est le revenu. Je crois que le marketing doit se positionner, en tout cas être tenu autant responsable que l'équipe business du revenu généré. Donc moi, in fine, c'est ça qui m'intéresse. Après, bien sûr, je vais regarder le nombre de leads qui vont être générés, que ce soit MQL, SQL. Je vais regarder le taux de conversion au global qu'on va avoir. Là, de plus en plus, j'aimerais aussi qu'on puisse analyser un peu plus en profondeur les cycles de vente. Finalement, une fois que quelqu'un aussi demande à avoir des informations sur l'e-fun, où est-ce que ça bloque, quels sont un petit peu les triggers qui vont nous poser problème, etc. Donc, je dirais que c'est pas la data pure, mais je trouve ça intéressant en tout cas de se dire où est-ce que les comptes bloquent et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme potentiel bloqueur un petit peu récurrent. Et puis, est-ce que j'ai autre chose ? Nombre de leads, revenus, taux de conversion. Si, après, on va suivre de loin le taux de churn aussi, nos clients. Sur la partie établissement,
On a un taux de churn qui est quasi nul. Sur la partie plus à la ville, là, ce sont des choses qu'on suit, parce que là, on est vraiment plus sur un abonnement vraiment type SaaS, tout simple. Donc, voilà, globalement, ce que je regarde. Ok, très cool. Et côté, c'est quoi ta boîte à outils ? Ma boîte à outils, ça va être HubSpot pour tout ce qui est formulaire, lead nurturing, reporting en partie, même si on essaye de plus en plus de passer toutes les infos sur Looker. Ça nous permet aussi de réconcilier avec Salesforce, qui est utilisé comme CRM. Nous utilisons Webflow pour le site internet. Voilà. J'ai sur tout ce qui est communication, flow utilisateur, j'utilise Intercom pour faire de l'in-app, engager avec des product tours, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai quelques outils ensuite de mise en page d'emailing ou genre de choses type design modo. Après, ma toolbox là, qui est très chouette depuis quelques mois, j'ai une agence de graphisme aussi avec qui on bosse très bien. Et ça, nous, ça a été un énorme... c'était assez game changer dans l'équipe parce que on passait beaucoup de temps. Franchement, c'était pas notre truc à part une ou deux personnes dans l'équipe. Je me mets dedans pour ceux qui galéraient à faire des productions graphiques. Et là, le fait d'avoir une équipe qui est là, à qui on peut demander autant qu'on veut des éléments graphiques, c'est vraiment génial. Encore peu de temps, on a fait un dossier de presse très rapide justement pour l'Élysée, pour le sommet sur l'IA. Notre agence nous le met en forme, c'est nickel, etc. Donc ça, pour moi, c'est une grosse toolbox. Et après, les outils plus ads, etc. classiques, mais je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, c'est ceux que j'utilise le plus au quotidien. Ouais, ok. Bon, très bien. Challenge là sur l'année à venir pour toi, pour vous, c'est quoi ? Jacques, en premier lieu, c'est conforter la place de l'eFun là, sur le marché, l'écosystème. Enfin, continuer en tout cas de dérouler le travail de rebranding qu'on a initié sur 2024. On a vraiment cet enjeu de plus en plus aussi toucher le grand public. Côté B2B du secteur de la santé, il y a... Voilà, aucun sujet, tout le monde connaît l'eFun, on a un acteur majeur. Mais notamment avec cette volonté d'aller sur les projets de recherche clinique, on a envie et besoin, je pense, de se faire connaître. Il y a aussi, pareil, la confiance à aller chercher, in fine, côté médecin, côté patient. Et donc, on a cette volonté aussi de montrer que... l'eFun est un acteur qui peut changer la donne dans la recherche clinique avec la mise en place de projets d'envergure. Donc ça, je dirais que c'est le premier point, voilà, RP, affaires publiques et communication. Et le deuxième, c'est vraiment de accélérer sur l'acquisition. Donc là, on a une bonne partie quand même du marché qui est là, mais on a encore de quoi aller chercher. Pas mal de choses à faire sur les plus petites structures sur lesquelles le marketing peut vraiment aider à aller chercher des démos, en tout cas réduire le cycle de vente pour les équipes commerciales. Et derrière, c'est aussi vraiment accélérer sur plus la partie cross-sell avec l'équipe commerciale. Comment est-ce que on va étendre finalement notre revenu auprès des clients actuels sur nos nouveaux produits. Ok. Oui, donc il y a le premier gros enjeu, c'est un enjeu de noto qui est dans la continuité des éléments que tu avais donnés. Ok, écoute, très cool. Merci Pauline pour tout ça. Avec plaisir. Très cool. Pour les personnes qui veulent suivre du coup l'actu l'eFun, déjà ils peuvent vous retrouver dans la presse maintenant. Exactement. Faut être abonné à la presse spécialisée par contre. Oui. Et puis sinon, j'imagine LinkedIn. Ouais, majoritairement LinkedIn. Super. Merci encore. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode. Merci d'être là. N'oubliez pas le like, le commentaire, le partage. Ça aide beaucoup. Et puis, on se dit à très vite pour le prochain épisode. Ciao. Merci, Pauline. Merci à toi. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!